Bien, bonjour donc sur ma chaîne YouTube. Alors soyez indulgents, c'est ma première vidéo, alors j'ai un peu le trac. Alors tout d'abord, bonjour à mes élèves de Terminal S, ES et STMG. Je suis très content de vous revoir. Si je devais faire un peu d'humour, je dirais vos bavardages me manqueraient presque. Mais en tout cas, j'espère que tout le monde va bien et au plaisir de vous retrouver. Alors, ça va être la première vidéo et on va partir sur un sujet de dissertation qu'on a vu en cours avec certains d'entre vous. Alors, euh, l'art doit-il être moral? Voilà, on va partir sur ça. L'art doit-il être moral? Alors, doit-il, ça renvoie à une obligation. Est-ce que l'art a pour obligation d'être moral ou non? Alors, au niveau des accroches, on en a vu plusieurs en cours, hein. On pourrait citer des gens comme Abdallah Taya, on pourrait citer Madame Bovary, on pouvait. Alors, je lève un peu les yeux parce que j'ai le PowerPoint juste en dessous. On pourrait citer les œuvres, voilà, on pourrait citer le texte de Vanessa Spingora, Le consentement, autour de l'affaire Gabriel Matzneff. On pourrait citer Déborah de Robertis. On pourrait citer les œuvres assez déconcertantes de Günther von Hagens. Donc, il y aurait tout un tas d'exemples concrets que l'on pourrait citer pour l'accroche, pour l'amorce, en les reliant explicitement au sujet, sinon l'amorce n'a aucun sens dans la dissertation. Ensuite, définir les termes du sujet sans que ça donne l'impression d'être catalogue. Alors la morale, ça renvoie à ce qu'on avait vu dans les cours précédents, hein, la morale, la différence entre le bien et le mal. Au niveau de l'art, on avait également vu en cours jusqu'au XVIIIe siècle, l'art et la technique sont associés. Ils ont une racine grecque commune qui est la techné et qui renvoie à une production accompagnée d'un savoir-faire. Dans l'Antiquité grecque, par exemple, l'art et la technique sont des activités qui résultent d'un apprentissage et qui donc ne sont pas innées. Elles font partie de la culture, c'est pas quelque chose de naturel. Elles sont construites socialement par les individus à travers les apprentissages et les productions qui sont les leurs. À partir du 18e, l'art et l'artisanat vont être distingués de par leur finalité. Alors l'artiste produit des œuvres, les tableaux, les sculptures, les peintures. Vous avez en bas du complément de cours la liste des beaux-arts. L'artiste produit des œuvres qui n'ont aucune utilité sinon de se suffire esthétiquement à elles-mêmes. Il s'agit pour l'artiste qui produit une œuvre d'art qu'elle puisse plaire grâce à sa beauté, donc s'inscrire dans le registre de l'esthétique. L'esthétique, c'est tout ce qui, on pourrait dire, tout ce qui oppose le beau du laid. Au contraire, l'artisan a pour objectif de produire des objets qui ont pour finalité l'utilité. Une chaise, une table, elles peuvent plaire, mais avant tout, elles doivent être utiles. Alors, une fois on est parti sur la définition des termes, il faut problématiser. Votre dissertation doit être problématisée. Donc là, je vais également un petit peu toucher mon PowerPoint. Bon, vous serez indulgent, je vous l'ai déjà dit, c'est ma première vidéo. Bon, donc au niveau de la problématique, alors il y aurait plusieurs manières de faire, hein. Il y a autant de problématiques pour un sujet qu'il peut y avoir d'étoiles dans le ciel, ou presque. Alors, est-ce que on va partir au niveau de la problématique sur une reformulation du sujet? Le problème, c'est que si on reformule et qu'on paraphrase, le correcteur va vous mettre à problématiser, à complexifier. Donc, il ne s'agit pas simplement, vous voyez, de reformuler le sujet du style, voilà, la problématique sur laquelle nous allons travailler, c'est est-ce que l'art doit être moral ou non? C'est pas vraiment ça qu'on vous demande. Il s'agit, en fait, quand on pose une problématique ou pour faire plus simple, quand on pose une question à la question, hein, merci à Gloria pour... je vais saluer tout un collègue enseignant qui m'ont donné tout un tas de petites astuces que je vais reprendre ici. Donc en fait, problématiser, c'est poser une question à la question. Quelle question on pourrait poser à cette question? L'art doit-il être moral? Alors l'une des questions qu'on pourrait poser à cette question,
eh bien, ça serait celle qui oppose finalement une thèse numéro 1 à une thèse numéro 2. Moi, j'aime beaucoup procéder comme ça. Donc, thèse numéro 1, est-ce que les productions artistiques ont uniquement trait à la liberté de création de l'artiste, à des préoccupations purement esthétiques? Il s'agit de s'approcher du beau, thèse numéro 1. Donc, l'art n'a pas à être moral. Ou bien l'art doit également tenir compte de certains principes, de certaines normes, de certaines injonctions morales qui existent au sein de la société où évolue l'artiste. Aux sociétés, une autre notion du bac. Liberté, une autre notion du bac. Donc, au niveau de la problématique, on va opposer une thèse numéro 1 à une thèse numéro 2. Est-ce que les productions artistiques ont uniquement trait à la liberté de création de l'artiste, ou bien doivent-elles tenir compte de certaines normes et de certains principes moraux? Faut-il se soucier uniquement du rapport à l'esthétique, ou bien l'art doit également s'occuper de la réception, l'artiste doit s'occuper également, de la réception dont les œuvres d'art peuvent faire l'objet? Donc là, on a une thèse numéro 1 qui renvoie en fait à deux réponses possibles. Oui, l'art doit être moral. Non, l'art doit pas être moral parce que, thèse numéro 1, ou bien l'art doit être moral parce que, thèse numéro 2. Est-ce que tout le monde me suit? Ça va? Bon, si vous avez des questions, vous les mettrez en commentaire. Je continue. Alors maintenant, du coup, il faut voir le développement. Alors là, on annonce le plan, donc dans un grand 1, blablabla, dans un grand 2, blablabla, dans un grand 3, blablabla. N'oubliez pas d'être explicite quand vous rédigerez vos dissertations. Vos dissertations, n'oubliez pas d'être explicite. Alors après, au niveau du développement, au niveau du plan. Alors ce qu'il faut éviter de faire, il faut éviter par exemple de plaquer des connaissances comme ça. Du type, ou bien de thèse, antithèse, synthèse. Je m'explique. Grand 1, oui, l'art doit être moral parce que, et là on va balancer des connaissances, on va plaquer des connaissances telles quelles, et parfois des connaissances qu'on a apprises par cœur et qu'on recrache telles quelles sans les avoir comprises. Et on les balance comme ça, dans un grand 1. Dans un grand 2, on va dire le contraire, comme ça le correcteur, on va se dire, hein, petit malin, on va se dire, je suis nuancé. Et donc on va balancer, vous voyez, grand 2, non, l'art doit pas être moral et blabla, et on recrache des connaissances qu'on a apprises par cœur. Et dans un grand 3, on va mettre ça dépend, ouais, ça dépend des circonstances, ça dépend des gens. Et puis après, on va avoir 7 ou 8 au bac, et on va pas piger, on va pas comprendre, on va se dire pourtant je fais de mon mieux, je fais non. En fait, ce qu'on vous demande, c'est pas de recracher des connaissances. C'est pas de balancer des connaissances plaquées comme ça. Il y a 3 choses qui doivent être présentes dans votre développement. Premièrement, on doit sentir le cheminement progressif de votre pensée. Donc là, la méthode est importante. La première composante, bien suivre les règles de méthode. Alors là, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi là-dessus. Je vous renvoie à la chaîne de Monsieur Phi. Là, les 7 vidéos sur la méthodologie sont absolument remarquables. Donc là, il y a vous voyez, une première composante méthodologique de votre dissertation. La deuxième composante, elle est cognitive. Il faut des connaissances. Il ne faut pas juste citer, je reprends encore Monsieur Phi, il ne faut pas juste citer des citations qu'on a vues sur Facebook, ou bien ce que vous pensez, je ne sais pas, de la pluie et du beau temps, ou ce que vous pensez de telle œuvre d'art. Non. Ou ce que vous pensez d'Harry Potter, ou ce que vous pensez de... bon, c'est sympa Harry Potter, mais on garde ça pour Facebook, justement. Donc non, il faut que vous citiez à un moment des philosophes, il faut que vous citiez à un moment des exemples, des illustrations pertinentes, montrer que vous avez une culture générale importante. Et puis il y a une troisième composante de votre disserte, et je vous l'ai souvent dit en cours, et là je ne peux malheureusement pas vous aider. La troisième composante, il faut que vous montriez au correcteur que vous êtes capable de penser par vous-même. De penser par vous-même, pas recracher des connaissances plaquées, etc. Penser par vous-même. Bon, 9 minutes 21, je dois continuer. De toute façon, on aura l'occasion, j'espère, de se revoir très vite. Alors du coup, le plan que je vais faire, le plan que je vais vous proposer, pardon, va être dialectique. On pourrait faire, comme dit mon collègue Damien, il y a si on joue sur la polysémie des termes, les jeux de langage du sujet, il y a effectivement une polysémie du terme art, comme il y a une polysémie du terme moral, et on pourrait faire un plan thématique montrant
les rapports que les productions artistiques peuvent avoir aux différents sens du terme moral. L'art n'a pas à être moral, effectivement, quand il s'agit de se soumettre à une normativité d'État, mais peut-être que l'art doit être moral quand il s'agit de la responsabilité, de l'artiste qui est condamné à être libre. Hein. Là, je paraphrase un peu Sartre, et on pourrait jouer sur cette polysémie-là. Le plan que je vais vous proposer va être différent. C'est un plan, moi j'aime bien les plans dialectiques, les plans du style grand 1 à première vue, grand 2 toutefois, grand 3 par conséquent. Ça, je remercie beaucoup Cédric du groupe fermé Facebook Enseigner la philosophie et tous les échanges qu'on avait eus en début d'année scolaire sur ce type de plan que j'utilise beaucoup avec mes élèves. Alors, première partie, bon, ça vaut ce que ça vaut. Première partie, je serai très preneur des commentaires en échange. Hein. J'ai de toute façon beaucoup à apprendre de tout le monde sur les éventuels commentaires. Alors, grand 1, la thèse numéro 1 que j'avance, grand 1. Ah oui, je remercie aussi Yves et les discussions qu'on a eues dans les cafés de Rabat au sujet des plans dialectiques d'inspiration nietzschéenne. Hein. Yves, un grand merci aussi pour ces discussions. Bon, maintenant je me tais, je reviens à mon grand 1. Grand 1, donc, à première vue, l'art doit être moral. Ça, c'est ma thèse numéro 1. Alors, une fois que j'ai balancé ma thèse, il faut que j'argumente. Il faut que je dise pourquoi j'avance à première vue, vous voyez, cette première thèse. Pourquoi est-ce qu'elle est a priori valable? Alors, le premier argument, c'est l'argument, on pourrait dire l'argument juridique. Eh bien, l'art doit être moral parce qu'il doit respecter des normes sociales fondées par les institutions afin de ne pas être censuré, afin de ne pas troubler l'ordre public, afin de ne pas être condamné pénalement. Et je peux prendre comme illustration l'exemple de Much Love au Maroc, le film de Nabil Ayouch qui n'avait pas eu de visa de sortie dans les salles de cinéma marocaines parce qu'on estimait qu'il pouvait troubler l'ordre public. Et je pourrais prendre également en deuxième argument l'argument sociétal. L'argument sociétal. Et là, je m'inspire notamment des extraits qu'on a vus en cours dans le livre 2 de la République de Platon. Alors je suis en train de voir là que le livre est à l'envers. Bon, il faut prendre un miroir si vous voulez le regarder à l'endroit. Je voulais quand même parler du livre 2 de la République de Platon qui peut nous servir à illustrer ce deuxième argument sociétal. L'art doit être moral parce qu'il doit également respecter la sensibilité des différents publics qui visionnent, les œuvres. L'artiste doit être moral parce qu'il doit respecter la sensibilité des différents publics qui visionnent l'œuvre. Et là, on peut se demander, est-ce que c'est l'art qui doit être moral? Est-ce que c'est l'artiste? Quels sont les rapports entre l'œuvre d'art et l'artiste? Eh bien, au final, c'est l'artiste qui produit l'œuvre d'art pour Platon. Et donc, aux yeux des fondateurs de la cité, eh bien, il doit y avoir un contrôle. Là, je parle bien du livre 2 de la République de Platon et pas d'autres écrits de Platon sur l'art. Donc à un moment, eh bien, les fondateurs de la cité doivent examiner quelles sont les œuvres d'art qu'ils vont garder, quelles sont les œuvres d'art qu'ils ne vont pas garder. Les fondateurs de cité ne sont pas des artistes, mais justement, de par la position qu'ils occupent au sein de la cité juste, eh bien, ils peuvent s'arroger le droit de contrôler justement la production artistique qui va évoluer dans la cité. Et donc l'art doit être moral, eh bien, parce qu'il s'adresse à la sensibilité de ceux qui vont le percevoir. Voire, je crois que c'est 377, 378 dans le livre 2 de la République de Platon, les arguments qu'il avance. Alors, phrase de transition, une fois qu'on a avancé la première thèse, hein, dans le grand 1, eh bien, on va se demander, oui, mais si on pousse finalement jusqu'au bout cette première thèse, qu'est-ce qu'il reste de l'esthétique? Qu'est-ce qui reste de l'esthétique? Si par exemple, on enlève tous les passages, quand bien même il serait vrai, dit Platon, si on enlève tous les passages qui peuvent heurter, par exemple dans Hésiode ou dans les textes d'Homère, qu'est-ce qu'il reste finalement de la liberté de création esthétique? Et si l'art est moral jusqu'au bout, est-ce qu'il
perd justement sa dimension intrinsèquement esthétique. Alors grand 2, toutefois, cette thèse numéro 1 pose problème. Là, vous voyez, il ne s'agit pas de dire non, voilà, grand 1, l'art doit être moral, et grand 2, l'art doit être immoral. Pas du tout. Dans le grand 2, on va montrer pourquoi cette thèse numéro 1 pose problème, et montrer au correcteur qu'il y a un cheminement linéaire de notre pensée. Alors, cette thèse pose problème parce que deux arguments. Premier argument, on va prendre premier argument, les normes morales, deuxième argument, cette thèse numéro 1 pose problème parce que les normes morales sont des constructions sociales parfois très arbitraires. Et là, je vais m'appuyer finalement sur les illustrations données par Michel Foucault dans son œuvre. Il y a plusieurs textes de Michel Foucault sur l'art qui sont regroupés dans le très beau livre La Grande Étrangère, Michel Foucault, où vous avez des textes de Judith Revel, de Mathieu Pot-Bonneville, de Philippe Artière et de Jean-François Berthe sur la façon dont Michel Foucault s'est positionné par rapport à l'œuvre d'art et sur justement la façon dont les pratiques de pouvoir sont aussi des pratiques de savoir et que ce que l'on appelle aujourd'hui morale, la morale à laquelle justement l'art devrait se conformer, eh bien cette morale peut avoir été imposée de manière très arbitraire par des pratiques de pouvoir. Donc pourquoi est-ce que l'art devrait se conformer à des normes morales qui sont le fruit de pratiques de pouvoir? Et donc, cette première thèse là-dessus ne tient pas la route. Alors, Michel Foucault, à ma connaissance, ne critique pas directement le livre 2 de la République de Platon, mais on peut prendre, vous voyez, nous, élèves de lycée, on peut prendre, vous voyez, les arguments de Platon, les opposer aux arguments de Michel Foucault, donner raison dans le grand 2 à Michel Foucault contre Platon et ses injonctions à moraliser l'art, et finalement montrer à partir de Michel Foucault pourquoi la thèse numéro 1 pose problème. Je pense que c'est ça aussi un moment pensé par soi-même. Après, ça implique bien évidemment qu'on ait lu Michel Foucault. Un grand bonjour au TES2 à qui j'ai donné un texte, et au TES et au SCMG, je vais également vous donner des extraits de Michel Foucault sur l'art, et notamment un extrait de ce qu'il dit dans La vie des hommes infâmes. Alors, deuxième argument, le deuxième argument, on peut aussi énoncer à partir des conséquentialistes, se demander quelles sont finalement les conséquences d'une moralisation de l'art. Quelles sont les conséquences d'une moralisation de l'art? Si on dit que l'art doit se conformer à des principes moraux, alors qui met en place ces principes moraux? Donc, je sais pas, l'État, les instances religieuses, les pouvoirs de censure, les critiques littéraires, les éditeurs, le marché, tiens, il est là. Le marché, je pense au très beau livre de Walter Benjamin sur Baudelaire, qui montre aussi avec une approche empruntée à l'école de Francfort, justement, à un moment les injonctions moralisatrices des logiques capitalistes sur l'art et les risques d'une uniformisation. Donc on peut se demander d'un point de vue conséquentialiste si l'art doit se conformer à la morale, c'est à la morale de qui? Et au bout du compte, est-ce que les conséquences d'une moralisation de l'art ne seront pas une uniformisation, ne seront pas une autocensure de l'artiste, donc une perte de liberté, liberté, notion qu'on a vue précédemment en cours, donc une perte de liberté, justement dans la création artistique. Il y a une perte de liberté si on s'autocensure ou si on est censuré. Et après, on va commencer, vous voyez, à réfléchir sur la phrase de transition. Oui, mais si on pousse jusqu'au bout cette logique esthétique, ça voudrait dire qu'il faudrait cautionner parfois des œuvres très très immorales. Où est la frontière, par exemple, entre cautionner les écrits d'Abdallah Taïa sur l'homosexualité, les films de Gaspard Noé, notamment Love ou Irréversible, qui peuvent être des films très très choquants? Où est la frontière entre cautionner ça et cautionner également des textes de Gabriel Matzneff où, comme on l'a vu dans différents médias, il est question de pédophilie, etc. Cautionner des productions artistiques qui, à un moment, jouent sur les clichés du viol et de la personne violée qui aime ça. Là, il y a vraiment une réflexion éthique, je pense, à mener sur ce sujet, donc phrase de transition, et par conséquent, thèse numéro 2,
Suspense, quelle est la thèse numéro 2? Eh bien, thèse numéro 2 que je vais balancer dans le grand 3, donc par conséquent, il faut privilégier l'esthétique à la morale. Donc je réponds au sujet, l'art doit-il être moral? Non, non, je réponds, l'art doit privilégier l'esthétique à la morale, mais, donc ma réponse c'est un non mais, donc il faut privilégier l'esthétique à la morale, mais sans négliger l'éthique. Sans négliger l'éthique. Et là, je vous renvoie au cours, à ce qu'on avait vu. Il y a notamment Paul Ricoeur, mais également Michel Foucault. Michel Foucault, alors j'espère que la philosophie analytique pardonnera mon côté philosophie continentale, mais je suis désolé, des gens comme Michel Foucault, Deleuze, tout ça m'ont beaucoup marqué. Alors, donc là, on peut, voilà, si on reprend Michel Foucault, bon, je vais vraiment simplifier. La morale, c'est ce qui viendrait de l'extérieur, voilà. Il faut un moment ne pas, bon, voilà, être pudique, etc. Tout ça, il faut pas dire de gros mots dans les chansons, etc. Donc ça, c'est une morale qui vient de l'extérieur. Et l'éthique, ça pourrait être justement une introspection intérieure, une réflexion intérieure, personnelle, immanente, pour parler comme Deleuze, une réflexion immanente sur ce qui est le bien et le mal. Ça voudrait dire qu'à un moment, il y aurait effectivement une approche peut-être pluraliste de l'art qui s'affranchirait d'un monisme moral, mais il y aurait quand même un pluralisme éthique qui ne laisserait pas la création esthétique exister de manière anarchique et je dirais même qui porterait atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes. Donc ma réponse c'est la thèse numéro 2. Bon, il y a la thèse numéro 2. Il faut privilégier l'esthétique à la morale, mais sans négliger l'éthique. Alors maintenant, parce que, quels sont mes arguments? Si j'argumente pas, si je balance ça, on est sur, voilà, un post Facebook. Donc là, non, il faut argumenter, il faut vous étaler. Au niveau de la composition du bac, il faut vraiment prendre votre temps de rédiger, de développer votre copie. Alors quel est le premier argument? Eh bien, le premier argument, il faut privilégier l'esthétique à la morale, mais sans négliger l'éthique, parce que la vocation première de l'artiste est de créer librement sans s'encombrer des normes provenant d'instances extérieures et donc de privilégier l'esthétique. Mais comme le dit Nietzsche dans un bel extrait du Crépuscule des idoles que vous avez dans le complément de cours, mais comme le dit Nietzsche, bon, le combat que mène l'art pour l'art, c'est un combat qui se mord la queue et qu'on ne peut pas dire que l'art n'a pas de finalité. L'art a pour finalité à un moment de nous réconcilier avec la vie, de nous orienter vers la vie et que du coup l'art peut trouver dans sa raison d'être la destruction de la morale qui empoisonne la vie et la création de nouvelles valeurs dans la vie. Donc, premier argument, on peut partir avec Nietzsche. Le deuxième argument, toutefois, même s'il privilégie l'esthétique et s'affranchit des normes morales de la société, l'artiste, quelque part, peut se sentir responsable au sens de Sartre. Il est condamné à être libre, donc il n'a pas à se soucier d'une essence, il n'a pas à se soucier à un moment de certaines normes morales qui viennent à l'extérieur, mais ça ne voudrait pas dire pour autant qu'on puisse s'affranchir d'une certaine responsabilité dans les choix artistiques que l'on peut faire. Et du coup, on peut décider en tant qu'artiste d'avoir un parti pris esthétique combiné avec justement des choix éthiques et notamment des choix éthiques dans l'engagement. Là, on renvoie tout ce qu'on peut dire sur l'art engagé. Là, je me souviens quand j'étais lycéen, donc quand j'avais votre âge, on écoutait beaucoup là la chanson des Berruriers Noirs, Salut à toi, et il y avait un engagement punk, anarchiste, mais il y avait quand même beaucoup d'éthique dans cette chanson qui était aussi un plaidoyer contre le racisme et pour le cosmopolitisme et le pluralisme des modes de vie et de pensée. Alors un exemple peut-être un peu plus sérieux au niveau de ce deuxième argument, ou un exemple autre, différent, parce que c'est quand même sérieux les Berruriers Noirs, hein, faut pas exagérer non plus. Donc un autre exemple, ça pourrait être le Lolita de Nabokov, le roman Lolita de Nabokov, qui dresse le portrait d'un pédophile qui avait choqué au moment où il était sorti, mais dans ce roman, Nabokov ne cautionne à aucun moment la pédophilie, et même il la condamne. Donc il y a aussi
on privilégie l'esthétique, mais il y a aussi un parti pris éthique. Alors, 24 minutes, je suis désolé, j'ai été un peu long, mais bon, comme vous m'avez manqué, je me suis un petit peu étalé. C'est aussi une manière de vous revoir et de penser à vous. J'ai l'impression que je vous fais court là et que je vois certains d'entre vous assis là. Et bon, j'ai une grande pensée pour vous, mais bon, je vais quand même conclure. Euh, voilà, donc en conclusion, on pourrait dire qu'à première vue, l'art doit être moral, parce qu'il existe dans une société, donc il peut toucher à la sensibilité des personnes, mais toutefois, cette injonction à être morale peut aussi être très très arbitraire et peut nuire finalement aux qualités intrinsèques de l'art qui sont l'esthétique, qui sont la liberté de l'artiste et qui sont aussi la création. Donc par conséquent, non, l'art n'a pas à être moral, il doit privilégier l'esthétique, mais il doit aussi s'occuper d'éthique. Je pense également au très beau livre de Judith Butler, Ce qui fait une vie, quand elle parle des poèmes que certains détenus de Guantanamo ont écrits. Et Judith Butler qui nous dit que l'important finalement de ces poèmes, c'est pas leur qualité esthétique, mais c'est leur dimension humaine, c'est la sensibilité de ces êtres humains comme vous et moi qui ont été victimes de torture et qui choisissent justement une expérience esthétique pour dénoncer publiquement une injustice. Voilà, merci, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des questions, des remarques, des critiques. Elles sont les bienvenues dans les commentaires. C'était ma première vidéo et je suis très content de la partager avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir à toutes et à tous.